Allez, let's go. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes super-héros WatchGuard, Mélanie Rostin et Amine Saïm, notre avant-vente. Je m'appelle Fanny Sabrier, je travaille sur la partie Channel. J'ai le plaisir de travailler avec Playdium depuis plusieurs années maintenant, qui ont fait le choix en tant qu'experts de sécurité de travailler sur notre offre, notamment sur la partie EDR. On a aujourd'hui une grande approche sur tout ce qui va être protection, sensibilisation. L'idée est que le risque peut être multiple et il est surtout réel. Donc l'idée, ça ne va pas être tant de vous faire peur, on va plutôt parler très rapidement, du coup, sur cette session, des possibilités qu'on va avoir de réponse face à ces attaques, notamment à travers les attaques Zero Day, qui sont les plus sophistiquées et les plus à bloquer. WatchGuard est donc alors, mes coéquipiers pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a également la possibilité de pouvoir prendre des rendez-vous dédiés aujourd'hui à travers l'événement, mais aussi plus tard. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ça sera avec plaisir. On va donc plutôt avoir un paysage des menaces aujourd'hui qui va être très varié. On communique beaucoup, notamment de par les obligations RGPD autour des différentes sensibilisations. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a une multitude, que le rythme continue de grossir à un rythme vraiment industriel. Alors, on a fait quelques recensés, mais beaucoup communiquent sur des grands comptes ou sur de gros environnements. En réalité, on se rend compte que tout le monde peut être la cible d'attaque. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il va être beaucoup plus facile pour un hacker aujourd'hui d'aller adresser finalement, ou en tout cas d'essayer de contrer une PME, plutôt qu'une grosse entité qui va avoir souvent des ressources dédiées et des solutions vraiment très spécifiques sur l'ensemble des enjeux. On va souvent penser dans le milieu, on va dire, plutôt PME, qu'il n'est pas finalement de risque parce qu'on ne va pas être une grosse entité avec des données critiques. Ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte que la finalité des attaques, quelle que soit la forme aujourd'hui, ça va être de pouvoir s'attaquer au patrimoine de l'entreprise. Aujourd'hui, quelle que soit l'activité, WatchGuard, par exemple, on en fait partie, si on n'a plus de visibilité sur sa base client, si on n'a plus de visibilité sur ses états de commande ou sur toutes les valeurs associées à l'entreprise, ça peut devenir tout de suite plus difficile et il est d'autant plus difficile de se remettre de ces attaques lorsqu'on est une PME qu'une grosse entité. On se rend compte qu'il y a énormément d'attaques, quelle que soit la nature. On va parler souvent de malware, d'exploits, d'insider ou encore de hacking en tant que tel. Il faut garder en tête qu'on est sur une hausse exponentielle, c'est certain, et que pour autant, toutes les attaques ne sont pas forcément visibles. On a souvent l'exemple des ransomware, par exemple, qui vont bloquer l'activité. On va demander une rançon, c'est visible. Ou d'autres qui peuvent être beaucoup plus insidieux et qui ont la particularité de vouloir rester transparent pour l'utilisateur. Et c'est vraiment là-dessus, il va falloir se méfier. L'idée, ça va être de pouvoir à la fois associer une technologie avec un bon niveau de visibilité et une sensibilité utilisateur. On va dire que c'est un petit peu le trio gagnant, en se reportant bien évidemment sur des partenaires technologiques, mais aussi et surtout tout le savoir-faire de Playdium, Plénitude aujourd'hui et l'ensemble des acteurs attachés au groupe qui ont ces compétences et ce suivi continu dans la détection et la réponse aux attaques. Alors, ces exemples, souvent, on a des chiffres qui vont être donnés d'un point de vue international et on ne se sent pas forcément concerné. Et ça peut être, à la limite, presque contre-productif dans la sensibilisation. Ce qui est certain, si on regarde d'un point de vue beaucoup plus local, vraiment sur la partie française, on se rend compte qu'il y a 4 fois plus de cyberattaques en même pas un an, alors qui va être développé à travers différents facteurs, notamment le télétravail. On y est tous passés, je pense, en tout cas en grande majorité. Donc l'idée ne va pas tant de faire peur, encore une fois, ça va être plutôt de pouvoir avoir le bon niveau de sensibilisation et de pouvoir ajuster sa politique de sécurité, sa stratégie d'entreprise, toute sa valeur à travers les outils à mettre en œuvre. On a différents profils d'attaquants, c'est aussi certain. On va avoir des gros groupes qui vont être organisés et outillés, ceux qui vont l'être un peu moins. Et on va avoir même des cybercriminels qui vont seuls réussir à créer parfois. On entend aussi beaucoup parler des utilisateurs en tant que maillon faible, d'une sorte souvent, de l'organisation. En réalité, je pense qu'il est quand même difficile pour un comptable de ne pas ouvrir une facture ou encore pour une RH de ne pas ouvrir un CV. L'idée, ça va être d'avoir les bons éléments, mais aussi la bonne technologie derrière pour pouvoir avoir une chaîne fiable de cybersécurité.
Le paysage de la cybersécurité aujourd'hui va être un enjeu à travers différents points. Tout d'abord, des cybermenaces qui sont en constante augmentation et qui sont de plus en plus évoluées. Donc c'est vrai qu'on a une double complexité dans ce sens. Des environnements qui sont aussi plus complexes, de par le télétravail, les applicatifs cloud ou encore finalement tout ce qui va être gestion des identités. C'est aussi une vraie problématique. Est-ce qu'un password, un mot de passe peut donner accès à toutes les ressources de l'entreprise sans précaution préalable? Ça fait partie aussi des sujets qu'on doit affronter aujourd'hui. Des exigences qui sont aussi de plus en plus complexes, alors heureusement, auxquelles on va pouvoir lutter finalement, notamment sur tout ce qui va être problème de compétences, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est énormément d'approches. Et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir Plénitude qui va être vraiment expert dans le domaine et qui va pouvoir aller jusqu'à une infogérance complète de ces différents sujets. La façon dont on pouvait entendre la sécurité, traditionnellement, ça a été de pouvoir finalement isoler des environnements sur lesquels on avait la possibilité, notamment à travers la sécurité périmétrique, sur un environnement connu et cloisonné, de pouvoir faire un filtre entre ce qui sortait de l'entreprise et ce qui rentrait, de façon à bloquer les attaques, éviter des sorties d'informations qui ne sont pas volontaires. Mais on se rend compte que c'est un enjeu qui a quand même bien évolué de par les récents usages dans l'année qui vient de se passer, parce qu'on va avoir tout ce qui va être force mobile, mais aussi tout ce qui va être applicatif cloud. Aujourd'hui, on a énormément d'échanges sur ces ressources professionnelles, sans oublier encore une fois ces gestions d'identité. Donc on va devoir dépasser cette approche plutôt frontière à travers le monde et de pouvoir interagir en toute sécurité avec ces différentes approches, connexions et enjeux. Pour ce faire, Panda Security, historiquement, si vous les avez connus en tant que tels, qui est maintenant l'offre Endpoint Security de WatchGuard, a su évoluer à travers le temps. Alors, dans ce milieu de l'EDR, qui est l'Endpoint Detection et Response, on a du coup une approche qui est assez historique finalement, parce que ce produit est nouveau. Il y a différentes stratégies. Ce qui est certain, et on va y revenir à travers la démo d'Amine, c'est qu'on va avoir des points réellement différenciants, et c'est pourquoi Playdium nous fait confiance aujourd'hui. Ça va être la notion de zéro trust, le fait qu'on ne fait pas confiance, on va attester, en plus d'aller bloquer des choses qui sont finalement détectées comme malveillantes, attester que tout ce qui est libéré à l'utilisateur est bien légitime, on ne monte pas de blanche, mais également le threat hunting qui va être une équipe d'experts cyber qui vont nous permettre d'avoir accès à cette finalité sur des actions qui vont en plus des bases, liste blanche, liste noire, mais aussi machine learning, intelligence artificielle, pouvoir répondre à ces différents enjeux. Donc, on a une offre qui va être basée sur un antivirus classique, que tout le monde connaît, mais qui est en réalité non suffisant de par cet aspect zéro trust, conçu pour contourner ces outils de sécurité traditionnels, auxquels on va pouvoir coupler l'EDR Endpoint Security de WatchGuard, à travers aussi différents modules additionnels de gestion centralisée des correctifs, qui reste une grosse partie des attaques aujourd'hui de vulnérabilité, mais également de données, de traçabilité de données à caractère personnel, notamment de chiffrement des postes et toutes autres multiples options qui peuvent vous aider au quotidien. Je vous propose de basculer sur la démo, n'est-ce pas Amine, qui va être beaucoup plus concrète. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas. On fait de la sécurité tous les jours. Pour autant, si vous avez besoin de clarification, il ne faut vraiment pas hésiter. Hop, je te laisse l'accès, Amine. Ça marche. C'est à toi. Ok, alors je vais partager tout mon écran. Comme ça, quand je bascule d'une fenêtre, vous verrez tout. Oups. Tac. Pour ça, on voit l'écran dans tes lunettes. Voilà, c'est bon. C'est bon? Vous voyez mon écran? Très bien. Ok. Alors, déjà bonjour pour celles qui viennent d'arriver. Alors, en fait, Fanny a déjà quasiment tout dit. WatchGuard EPDR étant une protection de poste de type EDR avec une couche antivirus. Ça veut dire que il y a un EDR, Endpoint Detection and Response, qui est une protection de poste avancée avec une détection automatique des malveillances inconnues et une rémédiation qui sera le blocage des process qui sont classifiés comme étant malveillants ou complètement inconnus. Donc, tant que le process n'est pas connu, on va le bloquer pour éviter qu'il y ait attaque 0D, attaque sans fichier ou attaque ciblée. Alors, parmi les avantages de l'EPDR, c'est qu'on a un seul point d'accès
et un seul agent à installer, quels que soient les modules dont vient de parler Fanny. Les modules comme la gestion des patchs ou la gestion des logs, le chiffrement ou les données à caractère personnel. Tout ça, ce sont des modules qu'on peut rajouter à la sécurité, mais qui de base ne font pas partie de l'EPDR. Mais ça sera toujours la même console et le même agent. Alors, depuis la sortie de notre DR en 2015, on essaye toujours de simplifier son management, sa configuration, son déploiement, ce que je vais vous montrer sur la console de démo. Et puis, bien sûr, on est quasiment compatible avec tous les OS qu'on trouve dans le marché, donc quasiment toute la gamme Windows, Linux, Mac, Android, et bientôt on fera de l'iOS aussi. Alors, comme pour comprendre ce que c'est que notre DR par rapport à un antivirus traditionnel, je vais expliquer d'abord comment fonctionne un antivirus traditionnel. L'antivirus traditionnel se base sur les signatures et le comportement suite à un scan de fichiers. Donc, il a une base de connaissances et il va comparer les fichiers qu'il trouve sur le PC à sa base de connaissances. Donc, les fichiers qui sont connus dans sa base de connaissances ou blacklistés ou connus comme malware, il va pouvoir les arrêter. Il va pouvoir les désinfecter, les supprimer, les mettre en quarantaine, etc. Par contre, ce qui n'est pas dans sa base, l'inconnu, l'antivirus le laisse sur le PC et le laisse s'exécuter. Et c'est là tout le problème. Alors, pour remédier à ce manque de protection, on a sorti ce qu'on appelle l'EDR, et notre approche de l'EDR ne va pas être de bloquer toute une machine qui a été infectée, mais juste le process compromettant. Alors, comment on fait ça? On va faire de la classification des process. Ça veut dire que chaque chose qui s'exécute sur le PC, quand je dis PC, ça peut être un serveur, une machine virtuelle, un Linux, un Mac, etc. Donc, chaque chose qui s'exécute doit avoir l'approbation de l'EPDR ou d'Adaptive Defense. En fait, c'est le même produit, c'est juste le nom qui va évoluer. Donc, la classification se fait avant l'exécution. Donc, comme ça, on s'assure que tout ce qui tourne sur nos machines soit un goodware ou un logiciel de confiance. Et puis, le malware, bien sûr, sera nettoyé par l'antivirus, puisque dans EPDR, il y a le DR et l'antivirus. Et ce qui est suspicieux reste bloqué jusqu'à avoir un statut. Et le statut est donné de façon complètement automatique par le PDR. Alors, comment on fait ces classifications? On les fait par 3 techniques. On a 4 étapes, mais la première, c'est la même technique, c'est les bases de connaissances, dans lesquelles il y a environ 6 milliards de process connus par notre base de données. Et avec ça, on classifie environ 73 des process sur les machines. Ensuite, ça passe à l'intelligence artificielle. Donc, si le truc n'est pas connu dans la base de connaissances, ça remonte dans le cloud pour une classification en deep learning avec l'intelligence artificielle, qui atteint un niveau de classification de 99,98%. Donc, le plus gros du travail est fait par l'IA. Et si l'IA n'arrive pas à statuer sur certains éléments, ça remonte à une classification manuelle faite par nos analystes en cybersécurité qui font aussi office de threat hunting. Et toute cette analyse, on peut la voir sur le dashboard de management. Alors, je crois que on passe à ce moment-là. Du démo live. Je vais vous montrer comment ça bloque quelque chose d'inconnu sur mon PC. Alors là, je vais utiliser un petit outil qui va me permettre de générer un nouveau fichier. Alors, le nouveau fichier, je vais l'appeler newborn. Il va apparaître ici dans le dossier. Alors, ce fichier-là, si je fais partage, quand je bascule d'une fenêtre à une autre, Bonjour, ou ça... Oui. Alors, c'est quand bon. je fais merci Fanny. Quand je fais une analyse antivirale traditionnelle, vous allez voir, il compare à sa base de connaissances. S'il ne le trouve pas, il me dit que ce n'est pas une menace. Et c'est là où il y a tout le danger. C'est que l'inconnu, l'antivirus traditionnel, le laisse s'exécuter, le laisse faire ce qu'il veut. Et c'est après l'attaque, après avoir fait des dégâts, qu'on va l'arrêter, etc. Et moi, j'en ai déjà vu des cryptos qui, en 3 minutes, ont déjà assommer la machine. Ils ont déjà tout chiffré, tout supprimé, et puis pour y remédier, parfois c'est bien trop tard. Alors ici, c'est l'EDR qui prend le relais, et l'EDR, ce qu'il ne connaît pas,
il va d'abord l'analyser, d'abord lui donner un statut pour ensuite l'autoriser. Et l'autorisation se fait de façon automatique. On n'a pas besoin d'aller sur la console et whitelister. Alors le bouton autoriser, refuser, c'est que pour les admins. Monsieur tout le monde ne l'aura pas. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Alors, sur la console de gestion, oui. Alors sur la console de gestion, excusez-moi 2 secondes. Je suis en colle. Le super-héros était sur tous les fronts, je me suis dit. Sur tous les fronts. C'est dans 1 heure là, je suis en communication. Ouais. Très Sinon, on bien. laissait, c'est pas grave. On t'entend, Amine, au cas où. Ouais, désolé, il toque à la porte alors que machin. C'est les plaisirs d'être en hôtel. Donc là, c'est le dashboard de sécurité, désolé. Et là, sur le dashboard de sécurité, je vais deux parties pour manager ma sécurité. La première partie, c'est pour manager mes agents. Donc, ça va remplacer, bien sûr, ce que vous connaissiez avant, un serveur antivirus. Donc, à partir d'ici, moi, je vais voir tous mes agents, donc toutes mes machines, avec l'état de l'installation, l'état de la connexion avec le cloud, si c'est à jour, si c'est pas à jour, si c'est en attente de redémarrage, s'il y a des malveillances détectées, etc. Et puis, si c'est en attente de redémarrage, un des exemples, je peux redémarrer plusieurs machines à la fois, avec un délai ou tout de suite. Allez, parmi les délais, on a 5 minutes, 1 heure, 8 heures. Ça, bien sûr, pour les serveurs, on va paramétrer comme ça. La deuxième partie, ça va être, par contre, j'ai pas de chrono en face de moi, donc Il te reste 12 minutes. ok, ça va, on est large. Alors, la deuxième partie, ça va concerner la sécurité en elle-même. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, le programme qui a été bloqué pour classification, ça, c'est pas ma propre console, c'est une console. Donc, mon ordinateur n'est pas lié à cette console. Je suis obligé d'avoir ça tout le temps. Alors, Et peut-être du dans les coup, 5 minutes de questions-réponses. Hein. Je pense que tu as oui, fini. Ouais. 5 minutes, ça me suffit. Alors, j'aurai la liste de ce qui est en cours de classification. À partir d'ici, si c'est vraiment nécessaire, ce qu'on ne vous recommande pas du tout, c'est si la nécessité y est, on peut débloquer quelque chose qui est en cours de classification. Et c'est en temps réel, donc je débloque, on pourra l'utiliser. Après, l'EDR fait sa classification de façon automatique et on peut voir ce qu'il a classifié, reclassé comme malveillant, reclassé comme légitime ou comme programme potentiellement indésirable. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 2 briques uniquement. Les PPI, je ne vais pas m'y attarder, mais les malveillances. Donc, quand il détecte une malveillance, on peut voir beaucoup de détails, beaucoup d'informations sur la malveillance pour faire nos investigations, pour voir d'où est-ce qu'elle est arrivée, si on a la même infection sur d'autres machines de mon parc, avec le chemin exact et le etc. Et je peux voir, bon, là, vous voyez dans l'exemple, c'est un administrateur qui a autorisé cette menace à s'exécuter sur l'ordinateur. Donc, on va voir quand elle s'exécute sur le PC, qu'est-ce qu'elle fait. Depuis son exécution, là, elle va commencer à créer des clés de registre. On voit les DLL qu'elle a créés ou les exécutables qu'elle a utilisés. C'est parfois des exécutables de confiance. Et voilà, les attaques persistantes, elles peuvent utiliser, en fait, ça, c'est un trojan qui ne fait pas lui-même l'attaque, mais sert, comme le nom trojan, un cheval de Troie, qui sert de relais ou de porte d'entrée pour l'attaque en elle-même. Donc là, on peut voir le comportement en détail. À chaque fois qu'on clique sur un nœud, on peut voir ce qui s'est passé, par qui, quelle connexion, quelle IP, les coordonnées GPS, etc. du serveur qui a participé à cette attaque-là. Ensuite, la deuxième brique, ça va être les programmes potentiellement indésirables. La plupart du temps, c'est des barres de navigation ou des outils qu'on utilise nous en interne en informatique, comme du Wireshark ou des outils qui peuvent servir à un pirate pour passer l'attaque, mais que l'EDR considère comme des outils de piratage. Et c'est normal. Alors ici, je vais vous montrer les exploitations. C'est quoi une exploitation? L'exploitation, c'est le fait de profiter d'une brèche de sécurité
qui existent dans un logiciel de confiance pour attaquer ou pour faire passer une attaque. Parmi les brèches de sécurité qu'on a sur la console de démo, c'est une faille Internet Explorer. Qui n'a pas Internet Explorer sur son PC? En fait, il est natif avec Windows. Pour le désinstaller, il faut le faire manuellement, etc. Donc, le problème, c'est pas Internet Explorer. Le problème, c'est les mises à jour de sécurité. Si on les on s'expose à beaucoup de failles de sécurité, beaucoup de vulnérabilités. Alors, des failles de sécurité dans les logiciels de confiance, il en existe tout le temps et il en existera jusqu'à la fin des jours, tant que c'est l'homme qui développe les logiciels, parce que l'être humain fait des erreurs, et c'est naturel. Et donc, ces erreurs sont dans la sécurité du logiciel. Et là, si on regarde par exemple Internet Explorer dans son comportement, dans cette exploitation qui a été arrêtée par l'EDR, on voit que Internet Explorer, à un moment donné, suite à la réception de certaines requêtes depuis l'extérieur, il va se mettre à lancer du CMD et à renommer des fichiers portables exécutables. Donc là, pardon? Le CMD, des exécutables, peut-être pour illustrer un petit peu. Le CMD, c'est le terminal de commande de Windows. C'est D'accord. l'invite de commande. C'est ça. Donc c'est ça. Avec un invite de commande, en fait, l'invite de commande, ici, je l'ai lancé, on le voit, mais il faut savoir qu'un invite de commande, sur un PC, on peut l'exécuter, lancer des scripts et lancer des lignes de commande sans que l'utilisateur ne voie quoi que ce soit. Je peux utiliser le CMD sur un PC sans qu'on voit rien du tout. Donc ça, c'est très, très Caméra, dangereux. envoyer des Activer tout ce qu'on fichiers. veut. On peut récupérer des fichiers, les déplacer, désactiver la sécurité, désinstaller des choses, installer des choses, ouvrir des ports, etc. Et là, c'est hyper, hyper dangereux. Donc ça, ce genre d'exploitation, Adaptive Defense peut les détecter parce que ce n'est pas un comportement légitime d'un logiciel de confiance comme Internet Explorer. Et là, on ne va pas bloquer Internet Explorer, ça restera un logiciel légitime, mais on va juste le fermer quand il fait cette exploitation. OK? Alors, bien sûr, dans le PDR, il n'y a pas que de l'EDR et de l'antivirus. Il y a un firewall de poste qui va faire de l'anti-intrusion. Il y a la possibilité de bloquer USB. On verra les appareils qui sont bloqués et à quel moment. On a un anti-phishing, on a un antivirus de navigation et l'antivirus traditionnel qui fait des scans de fichiers, il retrouve des choses. Et on a une couche de filtrage web qui nous permet de bloquer certains sites internet à la consultation sur les PC, quelle que soit la connexion qu'ils utilisent. Donc ça, c'est bien via un UTM, mais dès qu'on sort du périmètre de l'UTM, on n'a plus de protection. Sauf si on est en full VPN tout le temps, mais si on change juste, je fais un partage de 4G sur mon PC et que je suis en entreprise, bah, le PC, il n'a plus aucune règle de sécurité périmétrique. C'est vrai que beaucoup pensent que lorsqu'ils sont connectés en VPN, ils bénéficient de la sécurité qu'ils ont finalement dans leur organisation. En réalité, mis à part avoir une redirection complète des liens, ce qui coûte pas en bande passante, mais aussi parfois en délai finalement d'accessibilité aux informations, bah, malheureusement, c'est rarement le cas. Il nous reste 5 minutes. Alors Peut-être moi, il me reste 2 minutes de présentation et c'est terminé. Ou 5 minutes en global avec les questions? Non, oui, c'est ça avec les questions. On va peut-être mettre d'abord les questions. Moi, je voulais juste montrer via lequel le laboratoire de threat hunting et l'analyse manuelle remontent des informations et des IOA, des indicateurs d'attaque à l'administrateur en lui disant attention, il y a des actions très très dangereuses, c'est peut-être des attaques à vérifier dans le réseau. Donc ça, si vous voulez, si vous êtes intéressé, on peut faire des démos individuelles, vous donner des licences d'évaluation pour tester, etc. Voilà, moi j'arrête le partage. S'il y a des questions, merci à Alors, vous. pour conclure, je pense en 2 mots, hein, c'est que concrètement, on vient de vous montrer notre machine, on va dire notre force EDR qui peut vous être proposée de façon complètement transparente.
dans le sens où aujourd'hui, Premium peut s'occuper de tout ça pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'EDR, sachez que voilà, cette console est quand même simplifiée. Elle est vraiment exploitable, ce qui est assez intéressant. Ce qui va nous différencier aujourd'hui de la plupart des autres EDR que vous pouvez connaître. Et attention, méfiez-vous, parce qu'il n'y a pas de normalisation EDR. C'est qu'on va proposer à la fois un antivirus basé sur la reconnaissance de signature, mais aussi sur du machine, pouvoir ajouter ces briques EDR avec une notion de remédiation. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir répondre automatiquement à travers la solution sur des risques qui vont pouvoir être remontés. Le Zero Trust, pouvoir proposer finalement une garantie qu'en plus de tout ce qui va être bloqué comme connu, comme légitime à travers les différentes étapes d'illégitime, sinon on n'y arrive pas, à travers les différentes étapes de classification, de pouvoir attester, et c'est vraiment toute la différence aujourd'hui qu'on vous propose à travers notre EDR, que tout ce qui va être libéré est bien légitime. On a souvent cet exemple de montrer patte blanche à l'entrée d'un monument ou d'un lieu sécurisé avant de pouvoir passer la porte. C'est la philosophie qu'on vous propose aujourd'hui à travers notre solution, basée sur les compétences de Plenium, qui est vraiment expert dans le domaine, parce qu'ils sont partenaires historiques. Donc, vous avez de vraies compétences à portée de main à travers une technologie qui est vraiment différenciante. Est-ce que vous auriez, par exemple, des questions? Il nous reste 3 minutes avant que potentiellement vous passiez sur d'autres sujets. Le temps de voir si vous en avez. Alors, comme vous avez compris, nous n'avons pas eu de témoignage client, tout simplement parce que notre client a eu un désistement de dernière minute. Donc, je vous lance au défi de tester nos solutions. Sachez que le DR existe en complément d'un antivirus tiers existant. On peut aussi fonctionner en couche complémentaire sur une approche multicouche de sécurité. Ce n'est pas un problème. On va également avoir cette capacité de classer ce qui va être inconnu sur des délais qui vont avoisiner les 4 heures maximum. Donc là, on est vraiment sur des choses très spécifiques, appli métier, dev ou autre. En temps normal, moi-même qui utilise cette solution, on n'a pas de problème dans la réception des éléments. Ça peut être une crainte. En termes de performance aussi, l'outil est léger. Le cloud est européen. Ça fait partie des choses qui sont importantes également à préciser. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir bénéficier de cet aspect Zero Trust et Threat Hunting qui est inclus dès le minimum utilisateur. C'est ce qui nous différencie également. Donc, n'hésitez pas pour les questions. Il nous reste 2 minutes. Il est du coup possible de prendre rendez-vous, même si vous ne l'aviez pas encore prévu, pour échanger de vos problématiques spécifiques. L'idée, ça va être de pouvoir discuter un peu plus de vos enjeux, parce que Merci beaucoup, Julien. Tout à fait, Jean-Michel, la démo est enregistrée, ça sera avec grand plaisir. Je pense que c'est toujours plus pertinent lorsqu'on répond à des environnements qui vous sont propres. Donc, la meilleure approche de vous à moi, ça reste le test. C'est la meilleure façon de se faire une idée. Je me suis rendu compte dernièrement, pour la petite histoire, par exemple, d'un de nos clients qui nous disait « mais je ne comprends pas, je reçois des mails d'archives étranges qui ressortent un peu de nulle part avec un lien un peu bizarre, j'ai un problème d'anti-spam ». En réalité, non, ça c'est une attaque qui s'appelle Emotet, voilà, si ça vous donne quelques idées, qui a la particularité d'aller ressortir des mails d'archives avec des destinataires, finalement, enfin des interlocuteurs légitimes sur un sujet réel, parce que c'est un sujet vraiment réel, et un lien qui, là, va être modifié, qui va permettre derrière notamment cette fameuse prise de contrôle, comme l'a montré Amine tout à l'heure, pour aller ouvrir des ports, délibérément accéder à certains services, certaines ressources de l'entreprise, dans un but qui est toujours un petit peu malveillant quand même. Hein. Des hackers éthiques, il en existe quelques-uns, mais ils sont rémunérés à la recherche de failles, donc on n'est pas encore dans cette approche-là. Dans les exemples qu'on va avoir, notamment, ça peut être aussi des fois des notions qu'on peut croire de faux positifs, qui sont en réalité des alertes réelles. On a eu le cas de dire « mais je ne comprends pas, j'ai reçu ce document, il est légitime, je l'ouvrirai ». Ah non, parce qu'en fait, il a été bloqué. Parce qu'un petit peu dans l'exemple que devons montrer Amine, c'est que même si de base l'outil est censé être légitime, on se rend bien compte qu'il a un comportement qui n'est pas normal. N'oublions pas non plus que les attaques aujourd'hui prennent souvent une approche qu'on va comparer de verre, entre guillemets. C'est que maintenant, quand on affecte un poste, on affecte aussi tous les autres. On va se déployer assez rapidement. La sauvegarde est une brique également essentielle dans la sécurité, mais malheureusement, elle peut être aussi faillible. Ça va être, on va dire, post-incident. Et si elle est déjà verrouillée, malheureusement, elle ne sert plus à grand-chose. Donc, je vous souhaite de faire attention à vous. Attention où vous cliquez et aux documents que vous ouvrez quand même, parce qu'il n'y a aucune attaque qui se génère toute seule. Il faut toujours une action utilisateur. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.